flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Alors, il s'agit de présenter un ouvrage qui est axé sur deux grands éléments, d'abord deux parties, et je crois parce que les archives le permettent, tente à contredire à peu près toutes les idées qui circulent depuis quelques décennies. Des idées qu'on pouvait déjà démentir, même par les sources disponibles il y a quelques dizaines d'années, mais qu'on peut mieux démentir. Le problème est évidemment que ce démenti parvienne à la connaissance de pas mal de monde, et évidemment là commence le problème, parviennent aux élèves, parviennent aux étudiants. Or, si les sources sont claires, comme on le sait, il faut aujourd'hui balayer tellement d'idées reçues, comme disait mon collègue Offenstadt à propos de la Première Guerre mondiale, qu'on ne sait plus par où commencer. Évidemment, comme on ne peut pas faire un bottin ou un dictionnaire, comme une problématique, ça suppose quand même de se restreindre à l'essentiel. Eh bien, moi, je me suis tenue à quelques idées forces. Alors d'abord, cette idée qui circule souvent que les classes dirigeantes dépendantes, ce serait la spécialité des petits pays connus comme dépendants, pas d'impérialisme ou d'anciens impérialismes dominants. Vous voyez, on admet très bien que les petits pays d'Europe orientale étaient des vassaux, mais la France non quand même. Quand on y réfléchit, la France d'avant-guerre, elle ressemble à la Yougoslavie, hein, où on admet que les élites italiennes, depuis le XIXe siècle, se partagent entre divers tuteurs, parce que elles ont avec leur peuple des relations tellement difficiles qu'elles ont absolument besoin non seulement de s'appuyer sur les capitaux extérieurs, mais de s'appuyer même sur la police extérieure. Hein. Eh bien, en fait, c'est la même chose en France, et on le sait d'autant moins d'ailleurs que, comme vous le savez, l'étude du XIXe siècle a pratiquement disparu du champ historiographique. Enfin, il y a peu de choses sur le XIXe siècle, et que pourtant au XIXe siècle, beaucoup de choses se sont dégagées, en particulier d'ailleurs depuis le dernier tiers du XIXe siècle, où le capitalisme français a quand même pris, c'était un peu antérieur, mais a quand même pris l'habitude vraiment solide de compter sur des tuteurs qui sont susceptibles de le sauver. Si par exemple on faisait mieux l'étude du XIXe siècle, on saurait à quel point la Deuxième Guerre mondiale, et notamment les conditions dans lesquelles la France a connu une défaite retentissante, à quel point donc la Deuxième Guerre mondiale s'inscrit dans la continuité de 1870, puisque 1870 et 1940, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, ce sont des choses qu'on savait autrefois. Il faut savoir qu'un grand thème de la résistance communiste, à partir de 1940, c'est 1940, pas seulement 1941, hein, c'est Pétain-Bazaine.
Or ce thème, on le trouve est développé et explicité dans un ouvrage que je recommande souvent, dont il est ici question. Il est aussi beaucoup question dans mon ouvrage de son auteur, dans un ouvrage de notre seul grand diplomate digne de la défense de l'intérêt, enfin digne d'abord dans l'absolu, et qui est défendu l'indépendance nationale bafouée, c'est-à-dire Raymond Brugère, qui, dans un ouvrage qui s'appelle Veni Vidi Vici, qu'un lecteur, pédopsychiatre à Lyon, a eu la gentillesse de, je le dis d'ailleurs pour tous ceux que ça intéresse, parce que je veux peut-être, comme il a l'air d'être très compréhensif sur la diffusion du livre, qu'un pédopsychiatre et lecteur a transformé en lien, enfin entièrement transcrit, et ce livre qui est un incunable, qui est pratiquement introuvable, hein, vous pouvez regarder surtout chez les éditeurs, et bien ce livre il montre par le menu comment Pétain et Bazaine c'est la même chose. Alors ça m'amène à dire à quel point il me semblait indispensable de parler de quelque chose qu'on peut penser connu, c'est-à-dire de la collaboration, pour toute une série de raisons. Je dirais qu'une des plus importantes, c'est que de temps en temps, quand même, on nous donne l'impression qu'on nous parle de la collaboration. Peut-être êtes-vous allé voir en fin 2014 ou début 2015 l'exposition patronnée par les Archives nationales, la collaboration, accompagnée d'un gros livre dans lequel il y avait une bibliographie très très impressionnante. Moi j'ai vu des gens de très bonne foi sortir de là en disant « Oh, quelle remarquable exposition !» De cette collaboration, finalement, ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien parce qu'on leur montrait une collaboration qui se bornait à la collaboration abominable, certes, horrible, illisible, à la collaboration de plumes. Quand vous voyez l'exposition, vous aviez l'impression que la collaboration, c'était du papier. Et puis, quand même, des gens qu'on connaît, vous voyez, là, pour le coup, on ne faisait pas de grandes découvertes. C'est-à-dire ce que Marc Bloch, et je vais revenir à Marc Bloch, ce que Marc Bloch classait dans les 5 catégories qu'il avait recensées comme responsables de la défaite de la France, de sa défaite, de sa débâcle, des conséquences dramatiques dans lesquelles auxquelles conduisait cette défaite. Et il avait classé 5 catégories. Ces 5 catégories, finalement, dont je m'occupe depuis que je travaille sur les années 30, j'avais commencé un peu avant, mais dont je m'occupe systématiquement depuis que je travaille sur les années 30, que les archives se sont libérées sur les années 30, puisque dans cet extraordinaire article de 1944 consacré à la préface que Pétain, en 1938, avait rédigée pour l'apologie de la trahison, qui était le livre de Chauvineau, du général Chauvineau, sur la tactique de défensive. Dans cette préface que Marc Bloch analysait, on avait tous les linéaments, enfin de quoi comprendre ce qu'était la trahison militaire, ce qu'était l'ouverture des frontières. Et donc Marc Bloch, en 1944, en ayant systématisé, je dirais, toutes les découvertes qu'il avait faites au moins depuis 1940, établissait donc un classement de 5 catégories. On ne peut naturellement pas parler sérieusement de la collaboration, et puis, je dirais, du sauvetage, et même du sauvetage en gloire de ces catégories, sans d'abord partir de ce qu'il évoquait comme responsable des intrigues menées chez nous de 1933 à 1939 en faveur de l'axe Rome-Berlin pour lui livrer la domination de l'Europe. Et à cet effet, évidemment,
détruire toutes les alliances que la France s'était constituées. Et ces 5 catégories, dont vous trouvez 2 dans l'exposition, c'était les politiciens comme Laval, alors là vous en avez du Laval, les journalistes comme Brinon, du journaliste. Il nous avait même ajouté celui-là, j'allais dire ça ne mange pas de pain, bien que tout de même son maintien en gloire soit susceptible de surprendre les spectateurs de l'exposition. On avait droit à Bousquet, bien entendu, vous voyez, un petit peu de police quand même, parce que les policiers n'ont pas été toujours très bien. Les hommes de main, les hommes de main, ça, qui sont aussi chez Bloch, les hommes de main, ils étaient là. Hein. Mais on ne nous a pas tout dit sur les hommes de main dans cette exposition. On ne nous a en particulier pas dit de qui dépendaient les hommes de main avant la guerre, pendant la guerre, puisque ça portait le nom Collaboration 1940-1945. Et Marc Bloch en ajoutait, alors il y avait les hommes de main, moi j'ai d'une certaine manière retiré les hommes de main, encore qu'on les trouve tout le temps. Parce que vous imaginez bien que de 1940 à 1944, les élites ont eu un très grand besoin des hommes de main. Et que même la répression a été portée à un degré tel que, entre l'homme de main, celui qui cassait les grèves, qui tuait éventuellement, il faut savoir que dans les années 30, on a tué. En France, on a tué des grévistes. Entre ces hommes de main et l'appareil d'État classique, c'est-à-dire la police et la justice, on a beaucoup de mal à faire le départ. Et puis, il ajoutait les militaires, Marc Bloch, mais les militaires, vous ne les voyiez pas dans l'exposition, parce que les militaires, c'était grosso modo, soit les militaires résistants de De Gaulle, l'armée française, pratiquement, soit les militaires allemands. Bon, là, évidemment, on parlait de la collaboration, vous voyez bien les Allemands, hein, vous voyez. Non, moi j'ai parlé des militaires de l'armée française, du sommet de l'armée française, hein, puisque bien entendu, j'avais décidé de traiter des élites, que je suis comme en série, là il y a un feuilleton, et donc j'ai continué. Et cette armée, elle est absente, et puis je vous ai dit que j'ai retiré les hommes de main, ce qui n'est pas entièrement vrai, parce que on a même droit, avec les sources, à des éléments tellement extraordinaires sur Bousquet et consorts que quand même on ne pouvait pas les rater. Et puis j'y ai ajouté, alors, quelque chose qui est tabou chez nous, mais hyper tabou dans la recherche, interdit en fait à de jeunes chercheurs, qui ne peuvent pas en faire un sujet de thèse, sauf à faire de l'histoire religieuse, l'histoire des évêchés, l'histoire des diocèses français et de leurs chefs, histoire ô combien édifiante et évidemment sans source. Moi, j'ai évoqué l'Église romaine, le sommet de l'Église romaine, hein, c'est-à-dire l'Église catholique française, pas seulement d'ailleurs pour régler des comptes anticléricaux. Si j'accorde une telle importance à l'Église dans un pays, en traitant d'un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un pays quand même à très 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 large majorité catholique, c'est tout simplement parce que dans l'appareil de tutelle des populations, l'Église romaine joue en France un rôle absolument déterminant et qu'elle sert souvent d'intermédiaire, de très précieux intermédiaire à la très grande bourgeoisie, dans des conditions qu'on connaît mal, on la croit simplement pieuse. Comme disait Pie XII en parlant de Végan, l'homme très dévot, et en lui rendant hommage en mai-juin 1940, voilà, c'était des gens qui croyaient en Dieu, qui étaient particulièrement respectueux de la religion. Ils étaient aussi des émissaires politiques de première grandeur, et on le comprend bien d'ailleurs quand on sait quel rôle ils jouent dans la formation, dans l'éducation, dans la vie d'une partie
importante, très importante de la population, je dirais pratiquement de la naissance à la mort. Moins en France qu'ailleurs, mais tout de même pas mal en France. Et vous verrez d'ailleurs dans cette première partie sur la collaboration à quel point les sources permettent d'aller loin dans la collaboration, dans la violence de la collaboration, dans ce que j'ai appelé la violence létale de la collaboration. Parce que, et revenons sur les idées sur les idées reçues. Finalement, on a quand même l'impression aujourd'hui enfin on n'a pas seulement l'impression, il n'est pas possible de parler de beaucoup de choses, et si vous voulez, il y a en gros des collaborationnistes qui seraient des voyous, des gens de basse extraction. Vous savez, ce distinguo que font mes collègues bien pensants, et je dois dire d'ailleurs disposant de l'hégémonie académique, hein, pour ne pas dire enfin l'hégémonie des manuels, etc. Il y a ici les deux auteurs d'un excellent petit ouvrage qui s'appelle L'enseignement de l'histoire. Lisez cet ouvrage parce qu'il vous montre ce que c'est que la fabrication de l'enseignement d'histoire à partir des instructions du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, on se rend donc compte que on a une idée très fausse de ce qu'est la collaboration. Les gens bien, finalement, n'y toucheraient pas. Vous voyez, éventuellement, ils la laisseraient faire, mais ils ne mettraient pas les mains dedans. Eh bien, c'est faux. Non seulement ils ont mis les mains dedans, mais ils ont tous des responsabilités, Église comprise. Ils ont tous des responsabilités dans les formes les plus violentes de la collaboration, soit directes, soit indirectes, à condition de dire que la délation c'est indirect, je veux dire pas forcément étrangler ou assassiner un tel et un tel, encore que il y en a qui l'ont fait, hein, parce que le grand journaliste réactionnaire Pertinax André Géraud avait évoqué en qualifiant Pucheux d'hommes de sang. Mais des hommes de sang, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup parce que les haines de classe sont de véritables haines de guerre. Et que, alors voilà une autre idée reçue, comme il nous est aujourd'hui interdit de faire finalement une histoire des classes sociales, une histoire des rapports sociaux, eh bien, on nous cache ce que c'est que la guerre de classe, cette guerre de classe qui est tellement visible dans tous les aspects de la collaboration. Et vous le savez, en matière d'idées reçues ou de choses cachées, aujourd'hui, il est impossible d'avoir une idée pertinente des vrais ou de toutes les grandes cibles de la collaboration, parce que finalement, et je vais revenir à ce que je considère comme vraiment l'antithèse de ce qu'il faut faire, je vais revenir à ce tapage sur la collaboration, on a en fait l'impression que la collaboration politique, ça se borne à des policiers, aujourd'hui essentiellement d'ailleurs à une répression ou à une collaboration anti-juive, qui est un élément extrêmement important, qui apparaît d'ailleurs dans toute la partie sur la collaboration, hein, parce que c'était évidemment une donnée essentielle. Mais c'était une donnée essentielle qui était toujours partagée avec la donnée anti-rouge. Et ça, vous le savez, c'est une dimension qui a pratiquement complètement disparu. Et qu'on trouve, je le dis souvent ces temps-ci, parce que j'ai été très frappée à la lecture du journal, d'une partie du journal de Maurice Garçon. C'est quelque chose que cet avocat très réactionnaire, qu'il était avant la guerre, qui était très antisémite, qui est redevenu aussi antisémite qu'il l'était la guerre à peine finie, et aussi réactionnaire qu'il l'avait toujours été
là encore, la guerre à peine finie. Ce qui est symbolique, c'est évidemment son choix de défense de René Hardy, qui était un choix éminemment politique. Eh bien, Maurice Garçon est, avec les sources, un des meilleurs analystes de cette espèce d'obsession de la répression anti-ouvrière qui, aujourd'hui, a complètement disparu des cadres. Parce qu'il faut bien y faire attention d'ailleurs. Ça a des conséquences en matière historiographique épouvantables. J'y pense parce que je veux faire d'ailleurs, je ne sais pas, un gros article ou peut-être même un livre là-dessus. On fabrique aujourd'hui l'histoire occidentale et en particulier l'histoire antisoviétique, bon, à partir d'énormités. Et il y a juste un tabou. On peut faire tout ce qu'on veut en matière de négation de la répression anticommuniste ou en matière de négation du rôle des communistes ou du rôle des soviétiques, mais on peut faire tout ce qu'on veut pour défendre la population allemande victime, notamment victime des soviétiques, mais actuellement on a quand même un tabou, c'est-à-dire que on ne peut pas montrer quand même qu'on a une quelconque sympathie pour la répression anti-juive. Et ça me frappe beaucoup dans un ouvrage que j'ai lu récemment, un peu en retard, mais d'ailleurs presque avec effroi, c'est-à-dire le livre de Kershaw qui s'appelle « La faim », et qui, quand vous retirez l'excuse que quand même les Allemands n'ont pas été gentils avec les Juifs, vous avez un ouvrage négationniste. Eh bien, le degré de censure auquel nous sommes parvenus en matière d'analyse de la collaboration, de toutes les composantes de la collaboration, c'est une tendance négationniste au sens général du terme, c'est-à-dire négation totale de la vérité historique, et par conséquent, bien entendu, dans la mesure où c'est largement diffusé, très largement diffusé, c'est évidemment cette image-là que retient la population. Quand vous y réfléchissez bien aujourd'hui, l'image que nous avons, c'est quoi? C'est que la collaboration, c'est de la répression anti-juive, c'est que les gens bien n'ont pas collaboré, c'est que Vichy, finalement, est quand même sauvable jusqu'au moment où ça n'est pratiquement plus Vichy, parce que vous savez, il y a une dérive de telle sorte que, ma foi, admettons, fin 43, début 44, voilà, quand on a les hommes de main qui arrivent aux affaires, on a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à Vichy, c'est-à-dire que vous avez toute la problématique de l'école des sciences politiques, de l'Institut des sciences politiques, qui a envahi le champ historiographique. Et grosso modo, je dirais que la pensée d'Azéma, qui fait partie, qui est un des éléments de la pensée dominante, cette pensée d'Azéma, ou les ouvrages d'Azéma, ou les interventions télévisuelles et de d'Azéma, fixent la doxa. Et la doxa, c'est qu'il y a un Vichy acceptable. Vous le savez bien, il y a d'autant plus un Vichy acceptable d'ailleurs, que finalement, ce qui s'est dressé contre la collaboration, c'est-à-dire la résistance, qui naturellement n'est pas analysée non plus aujourd'hui, eh bien, c'est que cette résistance, ma foi, outre qu'elle est réduite à quelque chose qui n'est pas du tout conforme à la réalité, c'est-à-dire que on vous fait des développements énormes sur une résistance qui a pu résister. Il y a surtout une résistance qui est affichée et qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, ce qui là encore occupe le champ maintenant, occupe le champ historiographique, celui, là encore, directement issu d'Azéma et de ses élèves, celui de la vichisto-résistance, parce que figurez-vous que ils seraient tous devenus à Vichy, à un moment ou à un autre, et même assez tôt, ils seraient devenus vichisto-résistants. Donc, vichisto-résistance, résistance nulle,
enfin des faits militaires nuls, j'ai tort de dire nuls d'ailleurs, parce que M. Vieviorka adore toute la résistance non communiste, d'ailleurs la communiste il n'en parle pas, et il développe une résistance qui, quand on regarde les statistiques policières, moi je ne suis pas tellement une tenante de l'histoire quantitative, sauf de temps en temps. Et ayant travaillé beaucoup sur les sources policières, françaises et allemandes, j'ai toujours trouvé, sur le plan quantitatif, extrêmement significatif que les rapports policiers, notamment les rapports hebdomadaires, bimensuels, etc., les rapports de la préfecture de police aux autorités allemandes sur les statistiques de la répression, soient constitués de 1941 à 1944, disons grosso modo, de 1941 à 1943, parce que évidemment à partir de 1943 les statistiques continuent, mais il peut y avoir éventuellement des petits changements. En gros, vous avez une page à 2 pages sur ce qui est appelé la résistance gaulliste. C'est tout, la résistance gaulliste. C'est tout ce qui n'est pas communiste. Et vous avez entre 12 et 16 pages sur la résistance communiste. Quand vous avez regardé quelques dizaines de ces rapports, en gros, vous avez compris ce qu'il est impossible de dire aujourd'hui sur le plan académique, puisqu'on se heurte à des gens qui vous disent que non, pas du tout, la résistance, c'est tout, sauf la résistance communiste. Eh bien, ça n'est pas ce que montre l'histoire de la collaboration, et ça n'est pas ce que montrent les cibles de nos élites, de ces 5 catégories, obsédées, en fait, par la résistance ouvrière, à la collaboration, par la résistance ouvrière, au tutorat étranger, puisque finalement, cette affaire, soit de collaboration avec l'Allemagne, soit d'alliance avec les États-Unis, c'est quand même fondamentalement une histoire de recherche de tutorat étranger. Et alors que la résistance n'est rien, je vous rappelle quand même que Vieviorka nous explique que la résistance n'a eu aucun intérêt militaire, qu'elle a à peine aidé, vous voyez, elle a donné une petite touche d'apparence française à la libération américaine de notre territoire. Eh bien, vous verrez ce que je raconte des rapports allemands, parce qu'il y a beaucoup d'archives allemandes dans mon ouvrage, en particulier de l'obsession à partir de 1943, non pas évidemment seulement à partir de 1943, mais de l'obsession du rôle militaire de la résistance, c'est-à-dire d'une situation créée telle que les Allemands ne soient plus du tout en sécurité et que leur, j'allais dire, leur évolution militaire, au sens de capacité de se transporter, soit terriblement entravée par la résistance. Comme on résiste aux sources, bien entendu, on ne regarde donc pas en règle générale ce qu'a été cette collaboration, je dis bien horrifiante. Vous savez, je ne me suis pas ému beaucoup. Je considère que pour faire de l'histoire, plus elle est horrifiante, plus il faut pratiquer la méthode Hilberg, c'est-à-dire ce qu'il appelait la méthode du scalpel. On n'a pas besoin de s'exciter, les archives suppriment toute tendance ou toute tentation d'excitation, mais cette collaboration, eh bien, ce qui permet de la liquider, c'est d'abord de donner une image des classes dirigeantes qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est aussi de montrer que finalement ce qui est le plus grave pour la France, ce n'est pas ce qui s'est passé de 1940 à 1944, c'est ce qui s'est passé à l'été 1944. C'est-à-dire l'épuration sauvage, les femmes tendues. Réfléchissez bien à ce que vous voyez à la télévision ou à ce que vous entendez dans les grands médias. Quand on vous parle
de résistance à la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois pas d'exception à toutes les émissions, j'en vois quand même, hein, un certain nombre. Je regarde souvent ces émissions historiques, hein, même si ça représente une grande souffrance. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment sur la résistance? Ce sont les femmes tendues. Par contre, ce qui s'est passé avant a complètement disparu du champ. Alors, ces gens très bien, comme dit Alexandre Jardin, ils ont collaboré avec l'Allemagne dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Je vais juste donner d'ailleurs un exemple de la mauvaise foi, de ce que j'appellerais la grande malhonnêteté intellectuelle de ceux qui ont fait l'exposition collaboration. Si vous y êtes allé, vous avez peut-être été frappé. Il y avait une toute petite salle sur l'économie. Alors, il fallait quand même faire un gros effort pour voir qu'il y avait une facture avec Renault et je ne sais plus qui. Par contre, vous aviez sur un mur un pavé sur Johannovici, vous savez, le petit chiffonnier juif là, qui était devenu un énorme capitaliste. Enfin, bon, on amuse le tapis, c'est grotesque, mais c'est l'idée qu'ont les gens. Hein. La collaboration économique, comme disent mes collègues, c'est pas du tout et politique, c'est pas du tout la grande bourgeoisie qui fait pas de politique d'ailleurs, hein, ça l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est les discussions techniques. Et puis elle est bien obligée de collaborer un peu, enfin de traiter avec les Allemands, parce que sinon elle fermerait son entreprise, hein, et même éventuellement lui confisquerait. Par contre, évidemment, les petits patrons, vous voyez, il y a tout un développement dans le livre sur les petits patrons. Eh bien, moi, je les ai montrés, les grands patrons. Et comme je vous l'ai dit, comme j'ai quand même voulu éviter de faire un dictionnaire, c'est difficile de ne pas faire un dictionnaire, finalement, si on voulait les montrer tels qu'ils sont, ça en ferait quelques dizaines de chaque catégorie, vous voyez, quand même, le lecteur serait mort. Non, il faut quand même sérier les choses. Alors, elles ont été impliquées dans une collaboration quotidienne, évidemment, dont, alors c'est un autre tabou qui n'était pas l'objet de ce livre, qui est l'objet d'autres livres, dans une collaboration dont, il faut le dire, elles avaient soigneusement assuré les préparatifs. Parce que c'est ça, si vous voulez, qui est aussi un des grands tabous de ces 20 dernières années, c'est-à-dire de l'époque où les archives se sont ouvertes, mais où se sont multipliées les prescriptions sur l'interdiction de s'en servir. Bien entendu, ils ont été obligés, comme disait Darquier de Pellepoix, moi aussi j'ai sauvé des juifs, j'ai sauvé des juifs intéressants, d'ailleurs c'est vrai en plus, hein, vous savez, il y avait même une épouse juive intéressante, hein. C'est ce que les Allemands appelaient les juifs d'honneur, ils avaient connu ça chez eux aussi, hein. Alors évidemment, mais ça aussi, donc, voilà, ça fait partie des choses éventuellement tabous ou tout à fait tabous, et par conséquent, il faut le savoir, qui sont interdites aux jeunes chercheurs, puisque la situation de l'université fait que on ne voit pas comment ils pourraient surmonter les interdictions, ne serait-ce que pour commencer à constituer un jury. Il faut quand même avoir le nombre nécessaire qui accepte que vous souteniez. Donc, ces choses, ces prescriptions, ces choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Les prescriptions sont suivies, et alors qu'il paraît énormément de choses. Tiens, je vais vous donner un exemple, hein, voilà, d'un ouvrage fort intéressant qui s'appelle « Les crimes de la Wehrmacht ». Vous imaginez, vous, en France, les crimes de l'armée française? Vous rendez compte? C'est un livre allemand. Hein. C'est un livre allemand, oui, j'ai oublié de vous le dire. On a de la chance, il est traduit. Vous savez? Parce que je ne sais pas si vous avez en tête, mais
autour de 1995, vous savez, quand il y a eu un gros barou sur la Suisse, tout ça, parce que les Américains venaient de découvrir que la Suisse avait collaboré avec l'Allemagne. C'était tout neuf. Bien, alors nous avons eu quelques petites histoires par-ci par-là. Vous voyez, on a de la chance, de temps en temps, on a un petit trou. Mais le trou, malheureusement, se referme aussitôt. Et là, nous avons appris, peu de temps après, qu'il y avait eu une exposition itinérante en Allemagne, financée d'ailleurs par un héritier de Reemtsma, qui avait fait d'ailleurs beaucoup d'argent dans cette période, avant, pendant et après. Et nous avons appris que finalement, on y montrait des crimes de la Wehrmacht. Et puis, on s'est dit, tiens, un tabou est levé, et puis il ne s'est plus rien passé en apparence. Ben, des historiens allemands, il y en a beaucoup, ont travaillé. Alors, il y a des dociles comme chez nous, hein. Il y en a qui préservent leur carrière. C'est vrai que c'est plus. Il fait une belle carrière, mais c'est plus délicat pour Goethe que pour d'autres. Vous avez en Allemagne des historiens qui vont vous faire des ouvrages le plus sérieux du monde, avec, inutile de vous dire, un appareil documentaire de sources énormes. Il en ressort que la Wehrmacht, au contraire de ce que dit par exemple Kershaw, n'a rien eu à envier à la Waffen-SS, rien de rien de rien. Hein. Et alors on sait, grâce aux travaux allemands, que c'est non seulement sur le front oriental, mais que c'est finalement sur tous les fronts. Hein. Vous voyez la différence? Eh bien, cette collaboration, qui aurait ensuite été remplacée par de la vichisto-résistance, plus ou moins précoce, elle avait donc souvent duré de 1940 à 1944, avec des césures chronologiques qui sont bien entendu intéressantes. Hein. Vous verrez d'ailleurs, parce que c'est un des exemples les plus spectaculaires, mais enfin, les exemples les plus spectaculaires que je décris, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il ne soit pas tout à fait significatif. Vous verrez par exemple comment un Bousquet, à partir de l'automne 1943, d'abord de fait, dès novembre 1942, commence à observer certains égards pour les gaullistes, et à partir de l'automne 1943, se constitue un tout petit dossier pour la suite, duquel il ressort que, par exemple, il refuse de livrer, on est en octobre ou novembre 1943, il refuse de livrer une liste aux Allemands, mais enfin, inutile de vous dire que il en a livré des caisses avant. Hein. Vous voyez, en 1943, là, on voit un petit changement. Bon, et puis, on voit quelques petits changements à l'égard, enfin, du point de vue d'autres, mais beaucoup ont conservé les apparences et la réalité d'une collaboration jusqu'en 1944. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que cette collaboration avec l'Allemagne est germano-compatible. Pardon, avec l'Allemagne pardon, américano-compatible, excusez-moi, américano-compatible. Et ce que mes collègues appellent vichisto-résistance, il y a une élève d'ailleurs d'Azema qui est mignonne, elle fait un article qui est très touchant, dans lequel s'appelle Johanna Barrage. Ça s'appelle « De Vichy à la résistance ». Les vichisto-résistants 1944. Je vous indique la référence, hein, parce que pas forcément trouvable comme ça. Guerre mondiale et conflits contemporains, c'est ce qui correspond à l'ancienne revue de la Deuxième Guerre mondiale. Numéro 242, pages 27 à 50. Elle a eu beaucoup de peine à en faire 23 pages. Hein. Parce que, comme elle reconnaît elle-même, c'est vrai que les archives manquent. Le concept, c'est intéressant. Le concept. Moi, je suis pour les concepts, j'adore la théorie. Mais je suis pour les concepts quand ils ont quand même un substrat démontrable, vous voyez. Là, c'est quand même pas très démontrable. Mais ce qui est démontrable, c'est qu'on a pu collaborer jusqu'à l'été 1944 inclus.
et préparer l'avenir. Mais nous allons voir d'ailleurs que l'avenir américain était même licite, compatible avec la pratique courante allemande. C'est ça qui est le plus intéressant, hein. C'est de voir que finalement, ce que les vichisto-résistants français ont fait, les nazis résistants de 1944 l'ont fait aussi, hein. Vous voyez, Kershaw vous raconte dans son livre que l'Allemagne dirigeante est allée vers son autodestruction. Elle s'est autodétruite, tellement elle aimait Hitler. Eh bien non, ils ne se sont pas du tout autodétruits. Et ils ont même fini, les uns et les autres, par discuter, par être ensemble, pour discuter de l'avenir américain, et même par être à trois. Les Allemands, les Français, les Américains, vous voyez, établissant l'avenir commun. Alors, là où se rétablissent totalement les droits de la chronologie, c'est bien entendu, je dirais, et les cheminements chronologiques, c'est bien entendu dans cette question, cette deuxième question des rapports avec les Américains, c'est-à-dire de préparatifs d'avenir américain qui ne datent ni du débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942, ni de l'été 1944. Alors vous me direz, quelquefois, en apparence, hein, quelquefois même en réalité, chez les grands, chez les financiers, c'est jamais en réalité. Hein. Mais ça dure jusqu'à l'été 44. Et alors figurez-vous que pendant longtemps, vous voyez, c'est dire que le travail historique, finalement, on le fait quand on fait de l'histoire jusque tard dans son âge, on le fait toute sa vie. Moi, pendant des années, vous savez, j'avais lu le livre de Bloch-Léné, Profession fonctionnaire, je le trouvais très intéressant, et puis le livre qu'il avait fait, Closon, 20 ans après, et alors son livre de 1976, j'étais très étonné d'y voir beaucoup d'audace, parfois, enfin pas trop, hein, ça faisait quelques pages, mais quand même, parfois beaucoup d'audace, et en particulier, il expliquait à quel point il avait été écœuré par des ralliements de la grande bourgeoisie, sa classe, de l'été 1944. Je m'étais dit, quelle audace. Et puis alors, récemment, c'est même d'ailleurs, vous voyez, on complète quelquefois sa formation en histoire en regardant même des choses d'actualité, je me suis aperçu qu'en fait, en 1976, c'était 2 ans après 1974, où, dans la continuité, il n'avait pas soutenu Giscard d'Estaing, et Giscard d'Estaing l'avait évincé du Crédit Lyonnais. Pardon, du Crédit Lyonnais, c'est ça. Et il n'avait pas été content du tout, et il y a une audace extraordinaire dans son bouquin qui est de dire, voilà, ces gens dégoûtants qui se prosternent, oh là là, est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est dégoûtant. Et en fait, c'était une petite vengeance parce que le papa de Giscard, sans oublier le tonton d'ailleurs, faisant partie de la catégorie des synarques bien collaborationnistes, il n'avait pas cité, hein. Mais c'est clair qu'il avait pensé à la famille, vous voyez, comme quoi un héroïsme tardif, parce que c'était quand même 32 ans après attendez, je dis des bêtises, 32 ans après les événements, c'était donc de l'héroïsme tardif, mais je dirais situé dans l'actualité politique. Alors, j'en arrive à ce rôle des Américains. On se dit donc, 42, où on se dit que ce que tout le monde prend encore, ou presque tout le monde, parce qu'on le lui serine, ou Stalingrad quand même, qui a fait un petit choc, voilà, ça a situé les tournants. Pas du tout. De toute façon, plus vous êtes au sommet,
mieux vous êtes informé des choses générales et des choses particulières, et en particulier d'ailleurs des rapports de force généraux. Donc, mes élites, avec au sommet les élites militaires dont Marc Bloch considérait qu'elles étaient de loin les plus responsables des misères, des malheurs de la France. C'est vrai quand même, les militaires, c'est supposé assurer la sécurité des frontières, hein, ils ne l'avaient pas fait. Et les grands financiers, alors ceux-là, il est clair qu'ils ont tout senti, tout su, très tôt, plus tôt que les autres, et ils se sont fait évidemment accompagner par leurs auxiliaires, élites, mais enfin quand même élites secondaires, hein, les politiques, les journalistes, voilà, et le reste. Et donc, ce rôle des Américains, évidemment, ou de nos élites à l'égard des Américains, je l'ai suivi de manière chronologique parce qu'il fallait rétablir des chronologies qui, pour l'instant, sont tues ou franchement violées. En particulier, je l'ai raconté récemment, figurez-vous qu'il y a quelque temps, enfin peu de temps, hein, en lisant un bouquin américain sur les viols, que vous connaissez peut-être, le livre de Marie-Louise Roberts. Je vois sur le comportement des soldats américains en France, livre fort intéressant, demeurant, je vois une référence bibliographique, et alors j'étais prête à me couvrir la tête de cendre en me disant, oh là 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 là, j'ai oublié celle-là. Un bouquin dont je n'avais jamais entendu parler, d'une dame qui s'appelle Régine Torrent, qui a fait une thèse avec Caspi, il y a une dizaine d'années, alors avec un titre extrêmement alléchant, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai connu une certaine frayeur. Ça s'appelait La France américaine, débats et controverses autour de la libération. Je me suis dit, oh. Alors je suis vite allée chercher le livre, vous voyez, un peu tard, mais bon. Et puis j'ai poussé un gros ouf, parce que je me suis aperçue que l'AMGOT était une légende, c'est-à-dire le gouvernement militaire américain et les ambitions américaines de tout contrôler en France, tout ça c'était un pur mythe. Hein. Alors c'est Caspi qui était content. Hein. Et puis l'autre révélation du bouquin de cette dame, c'est que les Américains, donc, ayant de très bonnes intentions, jamais la question d'une tutelle américaine ne s'était posée. Et si les Américains n'aimaient pas De Gaulle, c'est parce qu'ils craignaient beaucoup la dictature. Vous voyez, une thèse vraiment neuve. Hein, voilà, j'étais sidéré. Hein, vous voyez, quand on voit les difficultés qu'ont certains jeunes bons chercheurs à imposer leur sujet, et qu'on voit qu'on peut faire à peu près un chapitre de 150 pages sur l'AMGOT avec pratiquement pas de source, et l'énormité que constitue le fait que les Américains débarquent et que en novembre 42 et que tout le monde est surpris. Ah, les militaires, alors vous savez, bon, ils se raliment, alors ils découvrent les Américains en 42. Hein. Novembre 42, ils ne sont pas vus avant. Je me suis frotté les yeux, je me suis demandé. D'autant que la dame est quand même allée regarder les Foreign Relations of the United States, c'est-à-dire les archives publiées, comme moi j'ai entièrement épluché pour la période considérée, et que c'est clair que soit elle a fait un jeu de saute-mouton, soit elle a caché l'essentiel de ce qui était dedans. Hein, vous comparerez Torrent et la Croix-Ris, vous aurez l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Mais l'honneur était sauf, les Américains n'avaient pensé qu'à notre bien. Alors en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et au sommet, bien entendu, de la compréhension et de l'évolution possible, il faut compter, je l'ai dit, les deux catégories du dessus du panier et de l'information. En fait, ça commence au deuxième semestre 40. Et là, évidemment, j'ai arrêté
j'ai arrêté ma présentation de cas type, et puis je suis passé à une présentation chronologique globale. Alors en fait, ça commence au deuxième semestre 1940, parce que ces élites qui ont quand même bien pensé que finalement, les Américains allaient laisser faire en Europe. Les Allemands mangeaient toute l'Europe. Après tout, ils les avaient laissés manger l'Europe. Il ne faut pas croire que l'apaisement, ce soit une spécialité franco-anglaise. Hein. Nous avons des ouvrages remarquables, d'ailleurs pas traduits encore. Hein. Nous avons un très très bon ouvrage sur la politique d'apaisement américaine, merci de 1933 à 1939. Donc ces gens-là se sont dit, bon, voilà, hein, on se fait un partage. Mais ils sont vite revenus de leur erreur. C'est-à-dire qu'ils ne sous-estimaient pas les États-Unis. Hein. Ils ont à un moment sous-estimé la capacité des États-Unis à supporter une autre tutelle que la leur, sur une partie du globe. Et donc au deuxième semestre 40, ils se sont rendus compte que les Américains allaient finalement faire la même chose que dans la Première Guerre mondiale. Ils aiment bien le Reich, ils l'adorent. Ils ont passé compromis avec lui tout le temps. Mais quand même, entre deux, ils étaient entrés en guerre et ils étaient bien contents que leur partenaire allemand prit un bon coup sur la tête quand même. Hein. Ils en avaient profité. Ben, ils ont recommencé et ça, ils l'ont saisi, ces bonnes gens, au deuxième semestre 40. Pourquoi? Parce que vous imaginez quand même, alors je sais bien, vous avez le droit là aussi, une présentation habituelle. Vous avez notre Churchill, notre brave Churchill, du sang, de la sueur, du sang et des larmes, voilà. C'est pour ça que l'Angleterre résiste seule. C'est une plaisanterie, hein. Évidemment. L'Angleterre s'était mise dans un tel état qu'elle était incapable de conduire un effort militaire. D'abord, elle n'avait pas les moyens de le faire. Et comme vous le savez, les Anglais commencent de fait à entrer dans la période qui s'appellera le pré-bail, qui officiellement s'appellera le pré-bail à partir du début 1941, le Lend-Lease. Hein. Mais, bien entendu, les Américains vont prêter. Ils vont prêter de l'argent et ils vont faire la même chose que la première fois. Et vous avez de ces militaires, vous savez, si catégoriques, si enthousiastes à l'été 1940, pensez quand même à un Végan qui, le 13 juin, raconte que dans les 3 semaines, l'Angleterre aura le cou tordu comme un poulet. Ces gens se rendent compte, ben non, que ça ne va pas être le cou tordu comme un poulet parce que les Américains vont mettre leur nez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit complot pour évincer leur Laval chéri le 13 décembre 1940. Et alors pour vous dire à quel point l'église romaine est dans le coup, notre grand Suard, notre traître en chef, traître des années 20, traître de 1940, parce qu'il a été envoyé, pas par Vichy hein, quand même, vous savez, par notre grand anti-munichois Paul Reynaud, qui, la France étant déjà vaincue, l'envoie le 15 mai à Madrid pour aller négocier avec les Allemands. 15 mai. Donc notre Suard dans l'affaire. Précise quand même qui est Suard. Alors Suard, oui pardon, oui ça c'est vrai, il faut que je précise qui est Suard. Alors Suard est un ancien clerc extrêmement obscur qui est sorti de l'obscurité en participant à toute une série de complots contre la République dès les années 1920, puisqu'on l'a tiré de son obscur séminaire de Laval, où il avait croupi jusqu'à la bonne cinquantaine, pour s'en aller préparer un complot avec un chef militaire, Lyautey, qui lui non plus n'aimait pas la gueuse. Et puis après ça, ma foi, il montre une telle docilité. J'évoque justement les liens entre le haut clergé et le Vatican, parce que la germanophilie du haut clergé ne s'explique pas, évidemment, sans les intérêts de classe, mais aussi sans ce que j'appelle la docilité, la docilité à l'égard du maître Vatican. Et donc, il fait tant et si bien, Suard, qu'il connaît, à partir de 1926, on voit au moment où
la grande bourgeoisie renonce momentanément au complot contre la République, hein, c'est vous dire qu'il ne date pas des années 30. Il fait une carrière épiscopale extraordinaire, et même on lui tue l'archevêque de Paris, Verdier, qui n'était pas un exemple subversif, mais qui avait quand même des petites réticences à l'égard de l'Axe, et qui avait été trop engagé dans des négociations plus proches des alliances traditionnelles de la France dans les années 1930. Donc pour lui, on tue Verdier, on le colle le 10 ou le 11 mai, archevêque, il est déjà cardinal, hein, il méritait bien des récompenses déjà, on le le Vatican le nomme à la place de Verdier, et d'ailleurs c'est dans les jours qui suivent qu'il s'en va négocier avec Madrid, hein, sur ordre de Paul Reynaud, grand résistant entre tous. Et donc, c'est le même soir, vous ne serez pas surpris d'ailleurs, qu'on retrouvera toutes affaires cessantes, la victoire soviétique de Stalingrad étant à peine consommée, envoyée par la grande bourgeoisie catholique du Nord à Rome, pour aller faire demander par Pie XII à ce grand représentant de la République états-unienne et du grand capital états-unien, Marion Taylor, c'est-à-dire l'ancien président et président encore honoraire de l'United States Steel, qui adore l'Italie, qui a des propriétés extraordinaires en Italie, lui faire demander, je cite, si l'occupation américaine sera aussi totale que l'occupation allemande. Et naturellement, on le rassure, et on lui dit que oui. Non pas du tout, vous vous en doutez, non pas du tout seulement pour des raisons idéologiques. C'est ça, si vous voulez, qui est le plus séduisant dans les archives. Nous, on nous sert de l'idéologie du petit déjeuner au souper. Hein, mais pas du tout. Comment voulez-vous maintenir le statu quo quelque part si vous n'avez pas tous les éléments du statu quo, hein, bien entendu, tiens que pour s'installer encore mieux en Europe qui n'était déjà installée, les États-Unis avaient besoin d'un statu quo parfait. Vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin. Alors bien entendu qu'ils n'aiment pas les soviets. Bon, personne ne niera ça, hein, mais la clé de tout ça, c'est quand même que l'impérialisme américain est dans une situation telle au XXe siècle, qui veut tout, que de temps en temps il ne peut pas avoir tout, qui n'a pas réussi à avoir tout après la Première Guerre mondiale, où il voulait tout, hein, il faut bien le savoir. Le programme de Wilson, c'est le programme de Roosevelt. Ça vous explique d'ailleurs l'admirable continuité de la politique extérieure américaine, quelles que soient les gestions. Vous voyez, on amuse le tapis. Oh, est-ce que ce sera Clinton? Est-ce que ce sera Trump? Bon, jusqu'ici, ça n'a jamais rien changé à la ligne, à la ligne globale. Hein. Alors donc, vous voyez, pour vous dire à quel point le rôle du haut clergé est précieux, faire en sorte que la population ne bouge pas devant les atteintes de l'occupation, c'est vital ça. Hein, dénoncer les rouges, voilà, tout ça c'est très bien, mais être là quand il faut assurer l'avenir, vous pensez bien, si l'Église, j'ai dit tout à l'heure, il y en a surtout deux qui sont informés, c'est l'armée et la grande bourgeoisie. Alors quand vous avez l'armée et la grande bourgeoisie, vous avez l'Église romaine derrière, hein, parce que comme vous le savez, Végan et consorts sont des fils de l'Église, comme dit Pie XII, et les fils de l'Église, comme je vous l'ai dit, sont des guides spirituels, si j'ose dire, et évidemment mobilisables tout de suite. Donc les trois étaient à égalité d'information, et comme les services sont bien faits, les politiques ont été informés aussi vite, parce que vous savez, des choses qui ne se savent pas, ça n'existe pas. Tout le monde sait tout à peu près, sur tout en même temps. J'entends dans les catégories ayant droit à information.